Mesdames, Messieurs, vous aurez compris que les titres ne représentent pas grand-chose, d'autant plus que c'est davantage en tant que président de l'association Lorraine HLM que je vais faire cette intervention, plus que de président du conseil de surveillance de l'ARS. Par ailleurs, j'ai modifié très légèrement le titre aussi parce que dans la version initiale, j'avais porté logement social, reflet de l'aggravation de la pauvreté et outil privilégié de remédiation. Or, ce qu'a dit François Dauzet ce matin m'a fait réfléchir. Certes, les uns et les autres, nous œuvrons. Nous n'avons pas nos pauvres, nous n'en sommes pas propriétaires. Nous avons nos périmètres d'intervention. Et chaque périmètre vaut l'autre. Donc, chacun accomplit sa part à la mesure de ses possibilités, de ses capacités. Alors, l'idée de mettre en rapport j'allais dire, l'indicateur que représente le logement social notamment et la question des pauvretés m'était venue il y a 4 ans déjà, presque 4 ans, 3 ans et demi. En effet, le 30 juin 2017, certains s'en souviennent, au séminaire, le premier séminaire du gouvernement qui s'était tenu à Nancy, à Artem, sous l'autorité d'Édouard Philippe. J'avais été invité, alors on pouvait se demander à quel titre, puisqu'il y avait à mes côtés Thomas Pesquet et Éric Orsena, j'étais celui qui devait défendre un petit peu la dimension sociale. Et j'avais défendu en particulier cette idée d'utiliser le logement social comme indicateur. Je dirais que mal m'en a pris, hein. J'étais persuadé avoir convaincu mon auditoire, sauf que 6 mois après, à quoi on assistait? À un véritable cataclysme, celui de l'APL, d'abord amené à 5 € de moins, puis à 50 € de moins. Ça a été un vrai cataclysme pour les organismes HLM. Donc, comme quoi, il faut se méfier des prises de parole qu'on imagine à haut niveau et avoir des effets. Il est vrai que Julien de Normandie était dans sa première version, c'est-à-dire de ministre en charge de secrétaire d'État du logement. Après, il s'est un petit peu amélioré. Alors d'abord, l'idée de montrer que le baromètre HLM est utile par des commissions d'attribution. Il se trouve que je préside celle de l'Office métropolitain de Nancy et nous faisons le constat qu'un nombre grandissant de ménages un reste non pas pour vivre, parce que si je prends mon cas, le reste pour vivre, il est réduit. C'est le reste à vivre. Donc, c'est les moyens qui subsistent et il est très faible, très faible. Une personne seule, par exemple, qui bénéficie du RSA, on a souvent le cas de situation à 370 € par mois de reste pour vivre. Qu'est-ce qu'on fait avec 370 €? Et il est souvent très difficile, alors ça c'est pour la population moyenne, mais les jeunes de moins de 25 ans d'accéder à un logement social. Et quant aux retraités, pour bon nombre d'entre eux, le reste pour vivre est un petit peu supérieur aux 370 €. Il est de l'ordre de 600 €. Et demain, j'ai sous les yeux une fiche à la commission d'attribution. Viendra la situation d'une personne en situation de handicap et donc qui n'a que son âge parce qu'elle ne travaille pas elle est donc éligible à un logement social sur le plateau de Haye. Elle va passer d'un T1 à un T2 qui va quand même lui revenir à 425 €. On déduit l'APL 272, la personne a un loyer résiduel de 153 €. Qu'est-ce qui lui reste? Reste pour vivre 700 €. On va pas loin avec ça. Donc, quelles que soient, je dirais, les catégories dans ces situations de pauvreté, la situation est compliquée. Et sur une seule année, par exemple, pour l'Office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy, c'est 6600 locataires. Pour avoir une idée, 6600 logements sur l'agglo principalement. Et chaque année, on reçoit plus de 7000 demandes de logement. Donc c'est conséquent. Il y a aussi un certain turnover. Et le montant global des impayés pour ces 6600 locataires, il est quand même de 700 000 €.
Alors, le chiffre ne veut peut-être pas dire grand-chose parce qu'il y a de petites sommes et évidemment des sommes beaucoup plus démentielles. Retenons que ça concerne un locataire sur 5, ce qui est tout à fait considérable. Alors, la situation qui prévaut, en tout cas à Nancy, on la retrouve dans des proportions à peu près analogues sur le territoire national. Et pour éclairer la problématique, il importe de rappeler que le locataire d'un logement social, d'abord, dispose d'un titre d'occupation, mais surtout d'une garantie de maintien dans les lieux. Alors, il s'acquitte d'un loyer, il s'acquitte, quand c'est une résidence, d'une redevance. Il est éligible aux aides au logement, à l'APL, mais il est également éligible à d'autres aides, type Fonds de solidarité pour le logement. En décembre, fin décembre 2020, chiffre assez récent, il faut savoir que plus de 800 000 ménages, alors ça représente quoi 800 000 ménages par rapport au parc HLM en France? Ce parc HLM, c'est 4 200 000 donc ménages, c'est-à-dire 11 millions de personnes. Donc ces 800 000, il faut les rapporter aux 4 millions 2. On est quasiment à 20% qui se trouvent en retard de paiement. Donc ça, c'est quand même un indicateur. Et ce chiffre ne reflète qu'une partie des difficultés des ménages, puisque certains d'entre eux peuvent connaître un retard de paiement qu'on va résoudre assez rapidement dans l'année. Mais parmi d'autres, pour d'autres, ce sera beaucoup plus long. Il y a 6,4% parmi ces ménages qui sont en impayés de 3 mois ou plus, 3% en impayés de plus de 12 mois, tout ça fin 2020. Alors, la situation s'est aggravée. En 2019 et en 2018, nous n'étions qu'à 1,4 ou 1,5, c'est-à-dire qu'on a doublé quand même ces chiffres. Si ça, ce n'est pas non plus un signe de l'aggravation des pauvretés, je ne m'y connais pas. En 2020, on a un peu plus de 167 000 ménages qui ont dû quitter leur logement en situation d'impayés non résolus en fin d'année. Alors, quitter leur logement, ça ne veut pas dire qu'ils se sont retrouvés à la rue. Ça veut dire que, évidemment, des plans d'appurement ont été réalisés, que des logements mieux adaptés, je pense par exemple à des situations de personnes vieillissantes qui sont évidemment trop au large dans un appartement alors qu'elles sont seules, trouver des solutions mieux adaptées. Néanmoins, tout ceci renvoie à l'aggravation des situations de pauvreté. Je vais prendre une illustration encore un petit peu plus immédiate et locale. La situation à la Cité des Provinces. C'est que la Cité des Provinces à Laxou est en pleine opération de rénovation urbaine. Donc c'est intéressant d'avoir une analyse un peu fine des situations. On a là quelques 400 ménages qui sont relogés pour permettre précisément des déconstructions, des rénovations lourdes ou des reconstructions. Donc, sur ces 400 ménages, quelle est la situation sur le plan économique, sur le plan financier? Un cinquième, 20% seulement, ont dans le ménage une personne avec un emploi stable. C'est-à-dire un cinquième, c'est pas beaucoup. Et 11% ont une personne avec un emploi précaire et 21% sont des retraités. 33% sont en recherche d'emploi. Ça veut dire que les ressources sont faibles. 40% de ces ménages perçoivent un salaire ou une retraite. 28% vivent avec le RSA et des prestations familiales, des prestations sociales. Faiblesse des ressources. La moitié des ménages à la Cité des Provinces sur ces 400 relogements a des ressources inférieures à un SMIC. Et la grande majorité, 81%, sont bénéficiaires de l'APL avec une moyenne d'APL d'environ 200 euros. Alors, quand on est en situation d'impayé, évidemment, il y a l'épée de Damoclès qu'on appelait jadis les expulsions. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise de moins en moins parce que d'abord, il y a, je vais le montrer, il y a de moins en moins d'expulsions et fort heureusement parce que des mesures interviennent à temps en matière de prévention des expulsions.
Alors si le ménage, par exemple, dans un logement accumule depuis longtemps des impayés, vous le savez, il y a une procédure contentieuse qui se met en route, tout en poursuivant, et les organismes HLM ont acquis un vrai professionnalisme dans ce domaine. On n'est plus, il y a 30 ans, je me souviens quand j'ai commencé mes fonctions à la mairie de Nancy en 1989, et la présidence de l'ARS, Pierre Vivier, qui était le charismatique directeur général de l'époque, avait engagé des formules ambitieuses. Et en particulier, il m'avait persuadé qu'il fallait commencer par la prévention des expulsions. Ce à quoi les organismes HLM n'étaient absolument pas préparés à l'époque. Ils nous regardaient avec des yeux de béotiens. Hein, je me souviens encore, pour ne pas le nommer, Hubert Gérard, c'était de l'hébreu, ça, pour lui. Et néanmoins, des solutions se mettaient en œuvre, solutions amiables qui permettent le maintien dans un logement. Alors, quelques chiffres quand même au niveau national. 110 000 commandements de payés en 2020. Ça peut paraître considérable. C'est 2,5% des ménages en HLM. Alors, le taux est en diminution. Il est en diminution, il faut éviter les effets trompe-l'œil. Non pas parce que les situations s'améliorent, mais parce que de la part des commissions qui statuent, des autorités de l'État, il y a quand même, je dirais, une attitude qui consiste à regarder de très près, à mettre en œuvre toutes les solutions pour éviter le drame que représente une expulsion. Donc en 2019 et en 2018, c'était non pas 2,5% des ménages, mais un peu plus de 3%. Les assignations en justice qui ont été délivrées en 2020, donc vous voyez la diminution, puisqu'on passe de 110 000 commandements à 55 000 assignations, c'est-à-dire la moitié. On était donc à 1,3% des ménages. Là aussi, c'est en diminution. Et les baux qui ont été résiliés à la suite d'une assignation par décision de justice sont également en diminution. Donc l'évolution à la baisse concerne également les commandements de quitter les lieux et par voie de conséquence ce qu'on appelle le concours de la force publique. Alors concours de la force publique, il est d'abord demandé, il est beaucoup plus rarement accordé et très rarement exécuté. Et tant mieux. Et je vais vous donner quelques illustrations. Les commandements de quitter les lieux en 2020, c'est 0,6% des ménages. C'était 0,8 l'année d'avant. Les concours, c'est 0,4. L'année d'avant, c'était beaucoup plus. C'était le double. Et ceux qui sont exécutés sont de 0,1%. Et il faut savoir aussi que quand le préfet refuse le concours de la force publique, ce qui est la plupart du temps le cas, cela coûte à l'État, puisque le bailleur doit être indemnisé. Et par exemple, en 2020, le montant des indemnités versées par l'État, ça représentait 11,4 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et prenons l'exemple plus proche de nous sur la métropole, ça donnera plus de consistance à la démonstration. Nous avions 700 assignations par an, qui peut paraître conséquent. Le nombre de logements sur l'agglomération, c'est 27 000 logements sociaux. 700 assignations par an, 231 concours. Donc, vous voyez la réduction, c'est 3 fois moins. Ensuite, les concours, ce sont les concours demandés. Les concours prononcés n'étaient plus que de 100 et les concours exécutés de 38. Ça représente quand même encore 5%. Mais ça explique aussi cette réduction, le nombre de dossiers que nous examinons dans les commissions dites commissions DALO sont relativement peu nombreuses en Meurthe-et-Moselle. Ça renvoie d'ailleurs à des mécanismes de prévention qui ont fait leurs preuves. Et on a à peu près une soixantaine de dossiers DALO par année, ce qui n'est pas important, notamment quand on le compare à un département voisin tel que la Moselle.
Et les bailleurs, eh bien, ils se sont organisés pour traiter les situations à temps, avec des plans d'appurement. Et en plus, sur l'agglomération, le grand avantage, c'est d'avoir des bailleurs qui s'entendent entre eux. Ils étaient 10 jusqu'à présent, Vives regroupant maintenant 2 organismes HLM précédents. Nous sommes à 9 bailleurs sociaux sur l'agglomération, avec une entente à la fois sur les plans de développement, mais sur les situations immédiates qui peuvent se présenter aux uns et aux autres. Donc, ils traitent les situations à temps avec des plans d'appurement. Sur le plan national, les plans d'appurement amiables sont importants en nombre. C'est 500 000 plans par an en 2020. Et le protocole de cohésion sociale, qui est signé par les organismes, permet à un ménage dont le bail a été résilié par la justice, eh bien, de le rétablir et de continuer à bénéficier de l'APL. Et enfin, dernière partie de mon propos, c'est ce qui concerne la prévention elle-même et au-delà et après la prévention, une fois que les choses sont malheureusement engagées, des actions de remédiation. D'une manière générale, le traitement précoce des impayés de la part des organismes HLM se fait de plus en plus dès les premiers signaux. Quand au premier mois d'impayé, deuxième mois d'impayé, la situation semble s'incruster. Et ça permet, dans bien des cas, de trouver déjà des solutions. Les organismes qui sont investis sur l'axe préventif essaient de régulariser une grande partie des situations avec un traitement le plus en amont possible des situations de fragilité, de recherche de solutions négociées tout au long de la procédure. Ça ne suspend pas la procédure engagée par les autorités judiciaires, mais en tout cas, ça permet déjà d'en entrevoir l'issue et d'éviter le concours de la force publique et par-delà l'expulsion. Alors, les organismes HLM, de ce fait, ont dû aussi s'adapter à la fois leur mode de contact avec leurs locataires, mais aussi les délais d'intervention. Donc, de moins en moins, on utilise les courriers parce que jadis, on se contentait d'un courrier et quand la boîte aux lettres était à peu près intacte, il arrivait, mais parfois il n'arrivait pas. Et de plus en plus, quand on sait que les locataires sont équipés, parce que Dieu sait si la fracture numérique atteint aussi nos locataires HLM, quand on le peut, email, SMS, appel téléphonique, mais de plus en plus, travail de contact avec visite à domicile, et ça permet d'anticiper les difficultés très en amont. Donc, on peut de la sorte arriver à redresser à temps certaines situations. Et les bailleurs ont aussi l'avantage qu'ils connaissent la situation de leurs locataires, c'est d'anticiper des situations de sous-occupation. On voit bien qu'une personne âgée qui est seule depuis plusieurs mois, qui supporte un loyer trop lourd pour elle, eh bien, il faut lui parler. Il faut qu'elle arrive à comprendre qu'elle ne pourra pas, compte tenu d'une part de ses ressources et puis aussi de ses moyens physiques qui déclinent, rester très longtemps dans un appartement qui n'est plus à sa dimension. Donc, d'avoir là véritablement des actions d'adaptation de logement, de l'accompagnement qui est proposé, parce que les organismes connaissent les caractéristiques familiales. Et ça permet donc d'avoir des solutions dans des logements, on dira, mieux adaptés. Par exemple, à la première rénovation urbaine sur le Grand Nancy, c'est plus de 2300 ménages qui ont pu être relogés, et souvent d'abord à des conditions financières identiques et souvent à des conditions d'aménagement bien meilleures, à tout point de vue, y compris en matière, Dieu sait si c'est important, d'accessibilité pour des personnes, bien sûr en situation de handicap, mais également des situations de personnes qui avancent en âge et qui, de plus en plus, ont du mal à se mouvoir. Alors, le bilan que l'Union nationale HLM a réalisé montre que,
à peu près l'ensemble des organismes HLM. C'est en gros 9 organismes HLM sur 10 qui mettent en place ces mesures spécifiques, et notamment pendant ces 2 dernières années de crise sanitaire, avec l'élaboration d'engagements auprès des locataires. Donc 9 organismes sur 10 organisent des prises de contact individuelles. Ils mettent en place des mesures d'étalement des loyers et des charges qu'il ne faut pas oublier. Et là aussi, ça a été évoqué ce matin par la présidente du conseil départemental, tout l'impact de la rénovation énergétique qui joue sur les charges. Le loyer est une chose, mais les charges sont souvent très lourdes. Et nous avons aussi des orientations vers les dispositifs d'aide, et notamment le Fonds Solidarité Logement. Donc c'est largement mis en œuvre. Et puis, il y a aussi toute une panoplie de mesures techniques que les organismes HLM ont appris à travailler, à mettre en œuvre, des outils d'encaissement dématérialisés, la réorganisation de circuits d'accueil téléphonique, les plateformes de rendez-vous, les permanences téléphoniques et les visites. Certaines de ces mesures, nous allons les maintenir après la crise parce qu'elles ont permis une prévention en amont et une meilleure identification à la fois des difficultés financières, économiques, mais aussi à l'intérieur des ménages, et ça va malheureusement souvent de pair, toute une série de difficultés sociales. Alors, on voit en conclusion que les organismes HLM, en tout cas leurs équipes, constituent un maillon important dans cette chaîne des solidarités qui permet à beaucoup de nos concitoyens de ne pas sombrer dans la misère. Elle est pour les pouvoirs publics, que ce soit en premier, évidemment, les maires, les collectivités, les intercommunalités, mais aussi les conseils départementaux. Ils sont garants de la cohésion sociale. Les organismes HLM, ils le savent, sont de précieux lanceurs d'alerte. Et quand je dis les maires, ce sont les maires avec leurs centres communaux d'action sociale. Ça a été largement développé également ce matin, qui sont en première ligne quand il y a aggravation de la pauvreté. Mais davantage encore, et de plus en plus, les organismes HLM sont de puissants amortisseurs sociaux, notamment en période de crise. On l'a vérifié depuis près de 2 ans maintenant, par leurs acteurs qui sont présents en permanence. On ne dira jamais assez le travail extraordinaire d'un certain nombre de régisseurs, d'un certain nombre de gardiens d'immeubles, de services d'intervention des organismes dans les logements, avec aussi les services apportés en matière de prévention et de remédiation. Et comme le disait l'historien, j'aime bien le citer, l'historien Fernand Braudel, on l'a un peu oublié, quand il disait que se loger, c'est commencer à vivre. Mais j'ajouterais que se loger, c'est une chose, mais encore faut-il rester dans son logement pour continuer à vivre. Alors, tout dernier mot, parce que nous sommes dans un contexte particulier d'une prochaine échéance démocratique majeure. Dès lors que le logement ne trouve pas la moindre place, en tout cas jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu, dans le débat public national, il n'est pas étonnant que le problème récurrent des pauvretés ne trouve pas davantage d'écho. Il va falloir que nous nous mettions ensemble pour essayer de nous faire entendre. Merci.